Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va s'éloigner un peu de la technique pure pour parler gestion de projet. Et oui, on le sait, on peut avoir la plus géniale des idées d'application du monde. Si on gère mal le déroulé de son projet, l'application elle risque de jamais voir le jour et ça peut être véritablement une catastrophe. Donc on a décidé aujourd'hui de se pencher dans ce podcast sur une méthode bien connue dans la gestion de projet IT qui est la méthode agile. Alors au-delà de la présentation de la méthode, l'idée du jour c'est surtout d'échanger en fait ensemble sur les idées reçues qu'on peut avoir ou qu'on peut entendre dans notre quotidien sur la méthode agile et puis après de donner un petit peu notre avis. Alors pour parler de ce sujet, j'ai autour de la table avec moi comme d'habitude Philippe. Bonjour à tous. Arthur. Bonjour. Et on a aujourd'hui qui nous a rejoint Bertrand. Salut. Olivier. Bonjour à tous. Et Antoine. Salut. Alors avant d'enclencher sur les idées reçues, comme je l'ai dit, on va démarrer comme d'habitude par poser les bases. Olivier, c'est quoi la méthode agile ? Tu peux nous faire une Qu'est-ce que c'est que la méthode agile ? C'est une méthode apparue il y a à peu près maintenant une vingtaine d'années pour tout ce qui est la gestion et le management de projet. Pendant des années, pour les plus anciens, on utilisait une méthode qui s'appelait la méthode en V, sur laquelle il y avait une grosse phase de spécification, et après on se lançait dans le développement. Et au début des années 2000 est apparue la méthode agile, qui a coïncidé aussi avec un changement dans la gouvernance et des projets et des entreprises, où on a voulu amener de l'agilité, de l'itération dans les développements qu'on pouvait faire. Donc ça a donné quoi dans le domaine de l'IT ? Ça a donné une concentration sur le fait de délivrer de la valeur rapidement pour les utilisateurs, de compresser un petit peu les phases de spécification et d'aller de manière assez rapide avec, en faisant travailler les gens vraiment ensemble dès le démarrage pour effectivement produire vite du code et de le produire de manière itérative. Et pourquoi est-ce que finalement on a eu besoin d'aller vers cette méthode et finalement quelles étaient les limites du cycle en V La principale limite du cycle en V, c'était la durée, de développement. Historiquement, le cycle en V avait été énormément utilisé pour des grands projets ou des grands programmes qui nécessitaient des temps de conception et de développement qui étaient relativement longs. Donc on avait, entre le moment où on lançait un projet et où le moment où on pouvait le mettre en production et avoir des outils utilisables dans les mains, on avait beaucoup de délais. Il s'est avéré que l'évolution techno avec l'apparition de nouveaux devices, les mobiles, etc., et la partie web des développements qu'on faisait, a incité les gens à voir très très vite ce qu'on pouvait avoir et ce qu'on voulait avoir dans les mains. Donc, on a commencé à imaginer le développement autrement que ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire du développement avec des utilisateurs sur des spécifications qui étaient faites quasiment, je ne vais pas dire en direct, mais où on pouvait, sur la base de sprint, si on reprend le vocable de la méthode agile, assez vite avoir des choses visibles et montrables à des utilisateurs. Moi, je rajouterais aussi qu'il y a un contexte technologique, c'est-à-dire que dans l'ancien temps, il y a plus de 20 ans, on ne pouvait pas produire des applicatifs vite parce que l'expressivité qu'on avait avec le développement ne nous permettait pas de produire rapidement des écrans, rapidement des fonctionnalités. Et avec toute l'émergence des nouvelles technologies web qui sont apparues, on avait la capacité d'aller beaucoup plus vite et d'avoir une expressivité du code avec beaucoup moins de personnes. On était capable de produire des écrans, des fonctionnalités, ce qui n'était pas possible avant avec les anciens systèmes. Donc il y a aussi un contexte technologique qui est venu un petit peu alimenter ce besoin d'agilité dans les entreprises. Et la méthode agile, donc aujourd'hui, Bertrand, ça se concrétise comment dans les entreprises ? Et bon, méthode agile, l'agilité, ça a un sens assez large. Et aujourd'hui, est-ce qu'il existe finalement une sorte d'agilité, plusieurs ? Comment ça se concrétise ? Il y a plein de formes d'agilité qui existent aujourd'hui. Les projets ont démarré il y a déjà un paquet de temps, pas mal chez les anglophones qui ont un peu théorisé tout ça et qui ont commencé à développer des applications, des méthodes pour développer des applications qu'ils ont appelées développement d'applications rapides, RAD. C'est un peu la première méthode qui a commencé à créer tout ce qui était incrémental, tout ce qui était itératif, ces mécaniques-là qui sont un peu au cœur de l'agilité. Donc tout ça, ça a été créé assez rapidement. Aujourd'hui, la méthode qu'on connaît
quasiment tous, c'est les méthodes Scrum. Donc tout le monde utilise plusieurs briques de la méthode Scrum. C'est ce qui est vraiment le plus réparti aujourd'hui. C'est une méthode qui est centrée sur tout ce qui est auto-organisation, amélioration continue, tout ce qui est itération, les sprints. Enfin, tout ce vocable vient quasiment de cette méthode Scrum. Et celle qu'on trouve en parallèle est extrêmement développée également parce qu'elle est très adaptée au monde du développement. C'est tout ce qui est Extreme Programming, XP. Donc ça, c'est une méthode qui est vraiment centrée sur les développeurs, sur le fait de pousser au maximum tout ce qui est pratique de développement. Ça vient aussi avec toute une série d'outils, tout ce qui est management visuel, enfin reporting visuel, le fait de chiffrer ensemble nos développements, le fait de faire des revues de code régulières, le fait de contrôler vraiment en continu tout ce qu'on fait pour obtenir de la qualité tout de suite. Donc ça, c'est tout ce qui est autour d'XP. Et puis après, il y en a plein d'autres qui existent, tout ce qui est autour d'Unified Process, donc UP. Il y a eu plein de déclinaisons, il y a eu RUP, Unified Process, il y a plein de choses qui ont été développées, et puis tout ça, ça amène à d'autres thématiques comme le Lean, qui sont un peu tout au bout de ce développement des méthodes agiles. Ok. Alors tout ce qui est effectivement agile aujourd'hui, donc pour revenir à ce que disait aussi Olivier au démarrage, c'est finalement, alors je sais pas si c'est un complément au cycle en V. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'agilité c'est dans toutes les entreprises? Est-ce que c'est sur une partie des projets qu'on met en place? Est-ce que, comment ça se concrétise aujourd'hui? Est-ce que ça a remplacé finalement le cycle en V? Alors, ou est-ce que c'est pas une réalité? Ça a quand même pris une part prépondérante dans le développement qu'on a aujourd'hui. Il y a de moins en moins, où je vois moi aujourd'hui de moins en moins de projets de cycle en V sur le marché. Pourquoi? C'est un peu ce qu'on disait, c'est que tout à l'heure, c'est que la majorité des clients, des utilisateurs, des entreprises veulent des développements relativement rapides. On n'est plus dans des projets, on ne sait plus faire des projets de développement ou partir sur des projets au long cours de 18 mois. Donc on est dans ce contexte-là, la méthode agile a pris vraiment de plus en plus de place. Et encore une fois, et on reviendra après sur ces points-là, sur des idées reçues, mais quelle que soit la taille des projets. Beaucoup de structures se sont aussi adaptées, c'est-à-dire qu'elles ont adapté leur organisation pour être capables de répondre sur des modes rapides à leurs utilisateurs. Et donc, on a adapté aussi la structure pour qu'elle soit elle-même agile, beaucoup plus souple, et qu'on puisse intégrer le développement des systèmes d'information dans ces contextes-là. On trouve chez les clients aujourd'hui des profils qu'on n'avait pas auparavant, comme des product owners, qui sont des gens qui sont vraiment orientés sur ces méthodologies-là, qui vont pouvoir accompagner les projets. Et donc, effectivement, tous les clients aujourd'hui se sont réorganisés pour répondre avec cette optique, ces méthodes-là. Ok. Et c'est devenu aujourd'hui, quand on démarre un projet, est-ce que c'est devenu la norme de se dire on part sur une méthode agile, ou est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent, ou est-ce que ça va dépendre peut-être d'autres facteurs? Alors, je dirais que c'est à la fois la norme et pas la norme. C'est-à-dire que c'est la norme au sens où on nous demande de l'agilité dans à peu près tous les projets. Donc ça veut dire qu'on va travailler en agilité, essayer de faire une réponse agile. Mais par contre, l'agilité, elle est vraiment dépendante du client parce que c'est une interprétation de l'agilité que chacun fait en fonction de son organisation, sa structure. On peut pas considérer qu'une structure, une multinationale, puisse avoir le même niveau d'agilité que la TPE du coin ou que la start-up qui est orientée tech. Donc, à chaque fois, on va parler d'agilité. On va souvent retrouver, comme le disait Bertrand, un certain nombre de termes. Mais par contre, ça recouvre des réalités qui sont quand même sensiblement différentes. Donc, même si aujourd'hui, c'est la norme de parler d'agilité, c'est quand même au cas par cas. Okay. C'est vraiment... Il faut reprendre ce que disaient tout à l'heure Bertrand et Philippe. La méthode agile, c'est les bases, effectivement. Et derrière, ça recouvre énormément de réalités et qui doivent en permanence être adaptées au contexte de l'entreprise dans lequel on intervient. Quand on a commencé, comme dit Bertrand, sur le Scrum, il y a une quinzaine d'années, il y avait des gens qui étaient un peu des stakhanovistes de la méthode. Il fallait absolument des ayatollahs de la méthode. Il fallait absolument respecter chaque phase. Là aujourd'hui, avec la maturité grandissante dans les entreprises et dans les organisations informatiques telles que les nôtres, effectivement, on s'adapte au contexte de l'entreprise. Et surtout, on essaye de prendre à l'intérieur de la méthode ce qui nous semble le plus judicieux au contexte. C'est pour ça que souvent, de plus en plus, on est vraiment dans un environnement agile, sur des développements, ce que j'appellerais itératifs, qu'on va adapter au contexte du client. On va plus ou moins utiliser de manière scrupuleuse la méthode, mais ça va vraiment dépendre de l'organisation. Et puis la taille des projets, parce que vous gérez pas un projet de 10 personnes comme vous gérez un projet de 2 développeurs, compagnie. Donc il faut vraiment adapter au contexte et essayer d'aller, et la méthode agile pousse là-dedans, aller à l'efficience et pas aller, comme je disais, faire l'abécédaire de la méthode agile qui prend du temps si on fait vraiment toutes les étapes et qui sont pas forcément nécessaires dans chacun des contextes.
C'est exactement ça. Finalement, la méthode agile, c'est pas une méthode, c'en est plein. On peut toutes les mixer. Et le but, c'est plutôt de s'arrêter sur les principes. Donc, on va avoir un certain nombre de principes. Le fait de construire de façon itérative, de façon incrémentale, le fait de donner la possibilité de changer d'avis, d'adapter les besoins en cours de projet, etc. Et donc, quelque part, on va pouvoir faire une addition d'outils qu'on va trouver dans les méthodes agiles, de pratiques qu'on va pouvoir mettre en œuvre au niveau des projets. Et finalement, ça, c'est quelque chose qu'on va faire. On va faire cette petite recette de tous ces petits outils, de toutes ces petites pratiques, en fonction du contexte client, en fonction de l'équipe, en fonction de toutes ces contraintes-là, pour finalement simplement aller à l'efficacité et faire quelque chose qui fonctionne bien. Et quelque part, en fait, toutes ces années qu'on a eues d'apprentissage un peu des méthodes agiles, ça me permet aujourd'hui d'avoir assez de recul sur ces sujets et de savoir assez finalement simplement se dire ce qui va bien fonctionner dans le contexte aujourd'hui, ça va être de faire le projet de telle façon, avec tel outil, de faire du timeboxing, de vraiment de faire un certain nombre d'itérations de telle durée, etc. Et ça va fonctionner. Mais maintenant, on a un peu plus de recul effectivement sur le sujet, puis on a un peu grandi dessus. Maintenant qu'on a une première photo un petit peu sur ce qu'est la méthode agile dans les grandes lignes, on va passer sur le petit jeu des idées reçues. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on présente des idées reçues que nous, on a pu entendre ou voir dans notre entourage ces dernières années. Et l'idée, c'est de voir un petit peu ensemble si c'est des idées qui sont plutôt vraies, qui sont plutôt fausses, ou au contraire, si c'est plutôt nuancé et que la vérité se situe entre les deux. Donc, on a listé donc quelques idées reçues. Je vais vous donner la première. Je vais vous laisser me dire un petit peu ce que vous en pensez. La première idée reçue qu'on a souvent, c'est qu'en méthode agile, il n'y a pas de spec et vive l'anarchie. Qu'en pensez-vous? Allez, je la prends celle-là. Malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, il y a une part de vrai là-dedans, c'est que beaucoup de clients se disent on peut démarrer un projet sans avoir réfléchi, de toute façon, on va s'adapter avec la méthode agile. En fait, si on fait ça, on va dans le mur parce qu'on fait droite, gauche et on va nulle part. Donc, dans la méthode agile, il faut quand même des specs. D'accord ? Il faut au moins au démarrage des specs de haut niveau qui cadrent le projet, qui nous donnent la direction, qui nous donnent à peu près où est-ce qu'on veut aller en termes de technique. Et après, il faut à chacun des sprints qui ait un bon niveau de spécification, qui est lui à définir en fonction de la taille de l'équipe et du projet, qui permet de définir ce qu'on fait. La méthode agile, c'est pas l'objectif de faire n'importe quoi du jour au lendemain, et c'est pas non plus l'objectif de laisser les développeurs prendre le pouvoir et travailler sans spec là-dessus. Donc non, il faut des specs, il faut le bon niveau de spec, mais au moins un minimum, moi, ce que je répète tout le temps, c'est il faut au moins des specs à haut niveau qui cadrent là où on va. Parce que sinon, ça part dans tous les sens et finalement... Ça part dans tous les sens. Et là, je le dis pour tous les clients, ne faites pas cette économie-là, c'est l'économie de trop, quoi. C'est vraiment l'économie de trop. Et après, on se retrouve avec des projets où on fait un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, et on perd tout le monde parce qu'il n'y a pas plus démoralisant que de faire et défaire quelque chose. C'est sûr que on va pas imaginer cette phase de spécification comme on l'imaginait sur les cycles en V, mais par contre elle est nécessaire. On va peut-être la faire plus rapidement parce que le but c'est quand même de gagner du temps au global, mais on ne pourra pas faire l'économie d'une vraie phase de cadrage où on va vraiment se donner les objectifs du projet, où on va vraiment lister les besoins qui sont essentiels, auxquels on doit vraiment répondre. Et après, peut-être qu'on ne fera pas des spécifications telles qu'on l'entend, mais on va plutôt traduire ça sous forme du user story. Enfin, on a d'autres types de documentation à produire qui vont permettre aux développeurs de pouvoir démarrer un sprint dans de bonnes conditions et en sachant ce qu'ils ont à faire. Parce qu'en fait, on va pas simplement se dire on lance le développement et puis on n'a rien, on ne sait pas ce qu'on va faire. Non, on définit quel est l'objectif du sprint, on définit à quoi on doit répondre et quel est vraiment le rendu qu'on aura à la fin du sprint pour se lancer. Donc finalement, tu as une vision macro du projet avant de démarrer, et puis ensuite tu vas redéfinir au fur et à mesure des sprints. C'est ça. C'est un peu l'aspect un peu incrémental, c'est-à-dire que tu vas partir d'une vision macro que tu vas au fil des sprints préciser, décliner, détailler, etc. Ok, ça marche. Deuxième idée reçue, la méthode agile, ça ne marche pas avec les juniors parce qu'ils sont trop peu expérimentés. Qui l'apprend ? Moi, je veux bien l'apprendre, si vous voulez. Le problème n'est pas la juniorité ou la seniorité de l'équipe de développement. La problématique est l'expérience de l'équipe du management du projet. Et on est plus sur une problématique de seniorité du manager dans ce type de méthodologie. Vous pouvez faire en mode agile, on peut faire travailler des développeurs juniors, seniors, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est plus le drive que va donner le responsable du projet, le chef de projet, qui va donner l'impulsion et qui va arriver à animer l'ensemble du dispositif. Philippe, moi, je reviens parfaitement là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai vu beaucoup de clients se planter parce que la méthode agile, c'est pas une méthode d'auto-organisation.
Vous n'allez pas mettre 3 développeurs juniors, ils vont pas s'auto-organiser parce que vous leur dites qu'ils sont en agile vers quelque chose de bien. Et comme le disait Olivier, ce qui compte, c'est que le management ou la structure managériale qui a été mise en place pour driver l'équipe jeune dont on parle, elle ait de l'expérience et qu'elle sache où elle est. Donc c'est vraiment ça, c'est ne laissez pas les développeurs jeunes dans la nature, en auto-organisation. Là, vous êtes sûr que vous allez au drame. Et c'est aussi une question de maturité côté client. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup finalement de la juniorité qu'on peut avoir au niveau des développeurs, mais il faut aussi que côté client, ils aient conscience de la façon dont le projet va se dérouler avec ce type de méthodologie et qu'ils soient préparés, qu'ils soient OK avec la méthode, qu'ils sachent justement préparer les user stories en amont des sprints, qu'ils sachent exactement comment ça va se dérouler, le fait qu'il faille suivre avec régularité tous les développements qui vont être réalisés pour savoir faire les bons feedbacks et les bons contrôles. Même pas, pour revenir à ce que disait Philippe, faut pas non plus laisser les développeurs seuls dans la nature, même s'ils sont pas juniors, parce que l'intérêt du coup d'avoir des specs au fur et à mesure, c'est que en tant que développeur, on sait où on va, et c'est pas à nous de prendre les décisions importantes qui vont être possiblement changées dans le futur. Et donc quoi qu'il arrive, donc pour revenir sur les specs, c'est vraiment important et ça permet d'aller tellement plus vite et du coup de pas se planter. Et c'est ça, quoi, même si on est junior ou senior, ça changera pas ça parce que on est développeur, on n'est pas dans la tête du client. Donc c'est pas parce qu'on est agile que le client va forcément faire ce que souhaiterait le client. Donc je pense que c'est pas forcément un problème de junior ou quoi. C'est vraiment un problème de management et de bien cadrer les sprints en amont. Ça rejoint la troisième idée reçue qui arrive. Un projet ne peut pas se planter avec la méthode agile. Comme disait Philippe tout à l'heure en préambule, un projet mal spécifié vous faites des mauvaises spécifications en entrée, les développements seront mauvais, ça vous donnera pas le résultat attendu. Donc oui, un projet peut se planter, quelle que soit la méthode, agile ou pas agile. Et je dirais même plus, sur un projet agile, ça peut se planter pendant des années et ne rien délivrer. Parce qu'en fait, la méthode agile, comme avec son fonctionnement de sprint, en fait, ce qu'on va souvent parler, c'est la célérité ou enfin la capacité de l'équipe à produire quelque chose. Et des fois, il y a beaucoup de clients qui ils sont en méthode agile et il se passe 1, 2, 3 ans. Et en fait, l'équipe n'a rien produit, elle a brassé. Et c'est ça, là, je pense qu'on peut définir un projet raté en méthode agile, c'est surtout comme ça. Comme il n'y a pas d'attendu finalement fort, on végète. Ou on végète, ou on livre quelque chose qui ne répond pas dans le temps, voilà. Absolument pas aux attentes ni du métier, ni du client final. Et c'est ça, c'est le principal projet. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant que développeur, on est content. On a produit du code, on a produit des écrans, on a produit des lignes de code. Mais le projet en tant que tel ne répond à aucune attente. Ou absolument pas aux attendus que pouvait avoir le client de manière initiale. Donc on peut planter un projet en méthode agile sans aucun problème. Sans aucun problème. L'expérience le montre. C'est tout à fait possible. Je reviens à ce que disait Bertrand. De toute façon, on parle beaucoup des développeurs qui peuvent produire du code sans que les clients, à la fin, soient contents de ce qu'on a fait. Mais en fait, ce que disait Bertrand, c'est que le jeu, il marche dans les deux sens. Il faut que les deux parties soient matures sur ça. Et c'est vrai que nous, on produit du code, mais si en retour, il n'y a rien, ça peut pas marcher non plus. Donc, il n'y a pas que la partie développement qui est importante, il y a aussi la partie client, où même si le client n'est pas forcément mature avec ça, nous aussi, le travail du gestionnaire de projet, c'est d'aller les amener à aussi aller faire des instances régulières, comme on disait, en fin de sprint, pour justement aller chercher de l'info et valider ce qu'on a fait, parce que c'est important aussi. Après, je pense que tu as toujours l'idée reçue qui est que vu que tu es agile, tu pourras toujours rectifier en fait. Et finalement, mais après peut-être qu'il y a des travers justement quand ça va trop loin. Comme disait Philippe, il y a des choix qu'on fait au démarrage que vous corrigerez pas en cours de projet, si ce n'est en mettant tout à la poubelle et en recommençant. Des choix fondamentaux d'architecture, de structure de base, etc. Si vous les loupez dès le démarrage, il n'y a pas d'autre solution que de remettre tout à la poubelle. Moi, je trouve qu'il faut prendre exactement la métaphore du bâtiment. C'est-à-dire que si vous construisez une tour et qu'au milieu du truc, on vous demande de changer la couleur, c'est pas trop dérangeant. Mais si on construit une tour et puis qu'au bout d'un moment, le client il dit je voulais une maison, en fait, vous prenez le bulle et vous passez à zéro, quoi. Et en fait, non, mais on en rigole, mais c'est souvent ce qui arrive, hein. Les projets, des fois, on arrive et en fait, on jette tout, quoi. C'est exactement ça. En fait, là, c'est quelque part, on s'est complètement trompé dans le cadrage. Donc, on parlait de l'importance de cette phase tout à l'heure. Si on n'a pas correctement défini nos objectifs au départ, on va se tromper et on va se planter, c'est obligatoire. Oui, et puis plus le nombre de développeurs est important, plus tu produis vite et c'est classe parce qu'on dit à 2 développeurs pendant 2 semaines, ça va.
à 5 développeurs pendant 2 semaines, ça va bien plus vite. Et donc là, si vraiment on s'est trompé de base, il y a des trucs qu'on pourra pas corriger, ou alors tout dépend le temps qu'on met à corde à la correction, quoi. Le retour en arrière beaucoup plus compliqué, quoi. Ça marche. 4e idée reçue, et pour toi, je pense, Bertrand. Si on n'applique pas à la lettre la méthode agile, ça ne marchera pas. Comme je disais tout à l'heure, en fait, il n'y a pas une méthode agile, donc il n'y a pas qu'une seule façon de faire les projets, qu'une seule façon de répondre aux principes de l'agilité. Et donc, quelque part, c'est plutôt, on se met d'accord sur la façon dont on va gérer notre projet entre nous, au niveau de l'équipe, avec le client, etc. Et après, on va dérouler. Il y a aussi le fait de se dire que, justement, l'agilité, c'est là pour savoir être agile en cours de projet. Donc, si on s'aperçoit que une des pratiques qu'on a mis en place, une des cérémonies qu'on a décidé de mettre en œuvre, ça n'apporte rien, voire même est contre-productive, on peut aussi faire le choix de changer en cours de route même la méthode. Donc ça, c'est pas gênant. Le but, c'est surtout de se dire, on reste dans la recherche de l'atteinte des objectifs. Ce qui veut dire que il faut qu'on ait toujours en tête le cadrage qu'on a fait au départ. Il faut rester dans cette recherche-là, produire rapidement, produire efficacement et avancer vers l'objectif. Prendre uniquement ce dont on a besoin. Tout à fait. Et alors moi, je ne sais pas si vous serez d'accord autour de la table, parce que c'est un avis très personnel, c'est que n'importe quelle méthode de management, si elle est utilisée trop longtemps, elle devient non productive. C'est-à-dire que grosso modo, ce qui marche aussi dans le management, c'est un peu le renouveau, apporter des choses nouvelles. Si vous faites par exemple des stand-up meetings tous les jours, et vous le faites pendant 1 an, je vous promets que le 360e jour, les gars, ils se lèvent plus et ils regardent le truc en mode... Donc il faut aussi apporter, je pense, dans n'importe quelle méthode de management, un petit peu de surprise, un petit peu de nouveauté. Ça va rebrasser les cartes, rechanger les choses, parce que sinon, enfin, je sais pas, Olivier, toi, Oui, après, faut revenir, ça, je rejoins un peu ce que vous disiez, faut revenir aux fondamentaux du pourquoi. Pourquoi on fait les choses? Quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Effectivement, comme je reprends ton exemple, si au bout du 360e stand-up meeting, à la base, c'était pour que les gens se parlent et qu'on prenne des décisions rapidement, et c'est pour ça qu'on le faisait debout, si ça devient un exercice de style imposé où on n'a plus rien à se dire, etc., faut arrêter, faut passer à autre chose, faut changer. Et je crois que le gros du sujet, c'est vraiment l'adaptation de l'organisation au contexte et aux objectifs qu'on poursuit. C'est vraiment ça, l'adaptation. Et c'est pas se renier que de changer, quoi. Tout à fait. Juste qu'on avait besoin à un moment de se parler beaucoup plus dans un projet, puis là, après, il y a des phases où on a moins besoin de se parler, puis il faudra réactiver. Et je pense qu'il faut savoir jouer un petit peu avec... Jouer avec les différents curseurs. Voilà, jouer avec les différents curseurs et ne pas être... Encore une fois, la méthode, c'est une caisse à outils. Ouais. C'est comme dans le management. On a une caisse à outils avec un certain nombre d'outils à notre disposition. Je reprends ton exemple du bâtiment. Quel est l'outil aujourd'hui le plus adapté à la construction ou à ce que je veux réaliser? Et je l'emploie dans le bon tempo, et ça, c'est quand même le plus important, c'est d'arriver à utiliser le bon outil, surtout dans le bon tempo. Idée reçue numéro 5, pour ce que tu viens de dire, il est indispensable de faire des réunions quotidiennes, les daily. Alors moi, je vais prendre un avis très tranché, je trouve absolument pas qu'il soit nécessaire de faire des réunions quotidiennes. Le côté trop régulier des choses lasse complètement. Et souvent, la journée de travail est une unité de travail trop courte. Si c'est bien cadré, moi, je trouve pas ça nécessaire de se faire des délits. Je sais qu'il y a des clients qui adorent ça, il y en a qui ont besoin de se rassurer. Je dis pas que c'est pas utile dans certaines phases de projet, c'est-à-dire, par exemple, au démarrage ou avant des phases de recettes ou avant des phases de mise en prod. C'est intéressant de raccourcir, j'ai envie de dire, le management et la communication. Par contre, dans le cœur du projet, je trouve ça absolument pas nécessaire de faire ça. Et même, je trouve que c'est un caractère contre-productif, parce que ça force les gens à s'inventer des problèmes ou à s'inventer des choses, ou alors à se justifier sur qu'est-ce que j'ai fait hier, alors qu'en fait hier on a juste bloqué sur un bug et on n'a rien foutu parce qu'on était bloqué là-dessus, et ça force les équipes à se raconter une vie, à mentir. Je pense qu'il faut, enfin moi là-dessus, alors je sais pas, peut-être que chacun sera différent, mais moi je pense que non, il faut surtout pas s'imposer des choses de manière trop stricte, et en particulier la daily, quoi. Et même sur les grosses équipes, parce que, enfin, je sais pas, je prends un exemple. Tu fais une méthode agile avec une dizaine de développeurs. Est-ce que le fait que tu aies une équipe plus grosse, est-ce que du coup, vu que vous avancez plus vite sur les choses, est-ce que ça vaut le coup de faire des
point de manière plus régulière ou alors pas du tout? Non, mais c'est encore pire sur les grosses équipes, parce qu'effectivement, le stand-up meeting du matin, tel qu'il est imaginé dans la méthode Scrum, ça doit durer 15 minutes. Quand tu commences à avoir des équipes un peu grosses, tu sais jamais le tenir, donc c'est vraiment pas adapté quand on grossit les équipes. La vérité des choses, c'est que tu mets 15 personnes autour d'une table et chacun parle de ce qu'il a fait. Je peux vous dire que les 14 autres, elles regardent le plancher, son téléphone et compagnie. Tu vas bloquer 14 personnes qui peuvent pas dev pendant ce temps, tout ça pour qu'ils écoutent quelque chose, alors que soit ils savent déjà ce qu'a fait leur collègue, soit ça les implique pas directement, donc entre guillemets ils s'en foutent un petit peu. Mais cet outil n'est pas adapté dans ce contexte-là. Il faut vraiment dire ça. En tant que développeur, il n'y a pas une fois où, quand on a commencé un projet avec des daily, où ça s'est pas fini, où au bout de 2 sprints, on a arrêté les daily, parce que sur les premiers sprints, c'est intéressant, parce que tu as des questions qui émergent souvent, parce que tu commences à découvrir les specs, mais au bout de 3 semaines de sprint ou 1 mois sprint, tu te connectes en daily, tu dis rien de nouveau, et tu t'en vas. Et donc au final, ça se transforme en des 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, et au final, ça va très bien. Et comme disait Philippe, ça peut reprendre des daily pour des phases un petit peu importantes, un petit peu de production ou quoi, mais c'est pas... Et je rebondis sur ce que disait Olivier, il faut pas oublier l'objectif. L'objectif des daily, ça a été amené pour que les gens se parlent. Quand les gens se connaissent bien et se parlent, il n'y a pas besoin d'aller ramener une structure de choses. Et dès qu'ils se parlent pas, il faut remettre une mécanique, il faut réinstancer quelque chose. Mais de base, une fois que les équipes se connaissent, on a plein d'outils de communication en one-one qui marchent très très bien, quoi. Non, mais c'est exactement ça. L'objectif, c'est d'avoir le bon niveau de communication. Donc c'est un des outils, et c'est pas le seul. On peut en avoir d'autres. Les tableaux de management visuel, ça peut permettre à toute l'équipe de savoir ce qui se passe à un instant T, sans forcément que tout le monde soit debout pendant 15 minutes le matin. À rien pouvoir faire. Et n'oubliez pas, un cadre aujourd'hui, il passe 75% de son temps en réunion, c'est les chiffres officiels, c'est quand même 75% du temps dans le cas d'un développeur où il produit pas. Donc ramenons à ce que c'est faire un développeur, produire, mettons la structure nécessaire au bon niveau pour qu'il produise, mais n'allons pas l'enchasser dans des réunions qui n'ont plus finir. 6e idée reçue, là encore pour toi je crois Bertrand. Fini la planification avec la méthode agile. Le roi de la planif. Si le but du jeu, c'est de savoir tout de suite que dans 6 mois, telle personne va développer telle fonctionnalité avec tel entrant, non, ça ne sera pas ça l'objectif de la méthode. Par contre, l'objectif de la méthode, c'est quand même de partager, comme on l'a dit, le cadre, d'avoir un objectif à atteindre en fin de projet, de savoir se donner des estimations de charge sur l'atteinte de ces objectifs-là. Et même si on va l'adapter en cours de route, parce qu'on va pouvoir changer d'avis, le but, c'est quand même d'arriver au résultat attendu en temps et en heure. Donc, en fait, quelque part, cette partie planification, elle va avoir lieu. On va savoir se dire, on va prévoir de faire 10, 20 sprints. Et à la fin, on arrête le projet parce qu'on aura atteint nos objectifs. Ce que tu ne pourras pas dire et planifier en détail, c'est cette fonctionnalité-là, c'est cet élément de code que je vais produire à telle date dans 6 mois. Effectivement, on ne sera pas dans cette optique-là. Et par contre, qui dit planification dit chiffrage. Alors, je ne sais pas si c'est dans une de tes idées reçues, mais on ne peut pas planifier si on n'a pas de chiffrage. Et moi, ce qui m'horripile avec la méthode agile appliquée bêtement, c'est que le développeur nous dit je sais pas combien de temps ça va prendre, ou je fais l'économie du chiffrage et compagnie. Mais on peut pas faire de planning si on n'est pas capable de chiffrer. Que le chiffrage soit un peu faux et qu'on l'adapte en cours de route, oui, mais on peut pas faire un projet sans chiffrage. On peut pas aller voir une direction générale, un client, un chef de projet, et lui dire on va développer ton truc, mais on sait pas du tout à combien on va arriver. C'est peut-être 100 jours, 50 jours, 1000 jours, on n'en sait rien. Ça, cette position que beaucoup de développeurs ont pris, elle est inacceptable. Ouais. Et moi, je trouve que c'est complètement opposé avec la méthode, parce que le but du jeu, c'est de se dire on a un objectif à atteindre, on se donne un budget pour l'atteindre, on se donne un délai pour l'atteindre, parce que finalement, quand on fait des sprints, on sait quelle durée ils vont avoir et combien on va en faire. Et donc, quelque part, normalement, sur un projet agile, on sait de se dire à telle date, on va s'arrêter et on aura produit, on aura atteint notre objectif. Donc, peut-être qu'on aura pris un autre chemin, peut-être qu'on n'aura pas fait exactement les mêmes fonctionnalités que ce qu'on avait imaginé au départ. Mais dès le départ, on aura fait un carnet de sprint avec un chiffrage des fonctionnalités qui aura été affiné au fil de l'eau. Et au bout de, si on avait défini 10 sprints pour faire le projet, au bout du 10e sprint, normalement, on a terminé le projet, quoi. Et moi, je le dis essentiellement à destination des développeurs. C'est important que vous fassiez des chiffrages, c'est important que vous soyez capable d'annoncer à peu près où arrivent les développements. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer 3, 6 mois, 1 an. Et au bout d'un moment, la direction qui vous paye viendra vous voir en disant mais vous avez foutu quoi en fait pendant 6 mois là, vous avez rien produit. Donc le chiffrage, il permet aussi de se protéger de ce phénomène-là et d'être capable d'annoncer quelque chose et d'y arriver ou pas d'y arriver, mais en tout cas d'avoir quelque chose de tangible à opposer à vous glandouiller en tant que développeur dans un coin. Ça me fait penser à l'outil Poker Planning. Est-ce que c'est quelque chose que vous, à titre perso, vous utilisez dans vos projets, qui est quelque chose que
C'est un outil qui est vraiment génial quand on te l'explique et que tu l'expérimentes une première fois. Mais après, en fait, c'est aussi un outil qui demande beaucoup de temps pour être pratiqué et beaucoup de temps pour finalement un apport qui est peut-être limité quand on a effectivement des équipes qui sont au clair sur ce qu'elles ont à faire. Donc c'est peut-être sur les débuts de projet, ça peut être utile parce que quand personne ne sait ce qu'il a à faire, on va pouvoir effectivement converger vers une idée commune. Mais quand le projet est bien démarré ou alors qu'on est sur des technos ou des sujets qu'on commence à bien maîtriser, ça va plus vite de simplement se dire les choses, quoi. Une explication vite fait de poker planning, parce que je n'en ai jamais entendu parler. C'est Alors, juste pour faire du planning. Le but du poker planning, c'est simplement de se dire qu'on va avoir un groupe de personnes qui doivent estimer une fonctionnalité. Une fois qu'on a expliqué ce que doit faire la fonctionnalité, chacun va de son côté estimer le temps qu'il devra avoir à passer dessus, va faire une sorte de pari, va le poser sur la table et en fait après on va comparer finalement les paris qu'on a fait en disant moi j'ai mis 2, toi t'as mis 4, toi t'as mis 1 et on va s'expliquer sur pourquoi est-ce qu'on a chiffré comme ça pour obtenir finalement une vision commune et consolidée. D'accord, ok. C'est rigolo, ça se fait avec des jeux de cartes. Un peu la gamification c'est ça. De la planification, c'est rigolo. Ouais, c'est un outil, il faut savoir l'utiliser quand c'est utile. Mais ça ne remplace pas le développeur chevronné qui sait exactement combien de temps ça va lui prendre. Moi, l'expérience, des fois, tu me dis le projet il va coûter tant parce que je le sais à l'expérience, cette fonctionnalité ça devrait prendre 3 jours, 5 jours. Et des fois, on veut par une méthodologie remplacer juste du savoir-faire qui devrait être dans les b.a.-ba du développeur. C'est ça. Une fois que tu sais ce que tu as à faire, ce que tu es en maîtrise sur ton domaine, c'est pas forcément utile. Puis ça rebondit sur le nombre d'itérations qu'on fait, des réunions, etc. Si à chaque fois, à chaque début de sprint, on fait des poker planning, c'est pareil, ça peut être utile. Moi, je trouve que ça peut être utile quand tu connais pas ou que tu as une équipe vraiment junior. Moi, je peux l'utiliser, par exemple, si je suis avec des clients, donc j'ai des doutes sur la capacité qu'ils ont à avoir une vélocité importante. Ça me permet de tout de suite voir si tu veux, ce que nous, par exemple, on mettrait 2 jours, s'ils me sifflent 5 jours et ils me disent tous 5 jours, je me dis que leur capacité de développement, c'est plutôt 5 jours. Donc ça permet d'adapter. C'est intéressant dans ce phase-là. Mais au 50e, je pense aussi qu'ils en ont marre. C'est comme le daily meeting au bout d'un moment. Yes. 7e idée reçue, la méthode agile, ça ne marche que pour les petits projets. Olivier ? Non, ça peut marcher quel que soit là. Non mais c'est faux. Ça peut encore une fois, c'est un outil et c'est adapté quelle que soit la taille. La problématique n'est pas la taille, et plus la nature du projet qu'on veut développer. Donc effectivement, il peut y avoir des problématiques de découpage de projet et d'organisation. C'est-à-dire que si quelqu'un vient m'expliquer qu'il doit mettre n'importe quoi 50 développeurs en ligne et il va faire ça en agile, etc., il va multiplier les problèmes, les interactions, et c'est plus un problème de management. Je crois que c'est pas un problème de taille, c'est un problème d'organisation et de ce qu'on veut faire. En fonction de la nature du projet, si on arrive à le découper en phases qui soient logiques, cohérentes et qui soit incrémentale et j'allais dire scalable, comme dirait en mauvais anglais nos amis américains, il n'y a aucun problème pour utiliser la méthode agile, même sur les très gros projets. Ouais, alors moi je mettrais peut-être une petite précision par rapport à ça. Il y a des projets, techniquement, où on ne peut pas les faire de manière incrémentale, au sens où on ne peut pas faire une première fonctionnalité, puis on met une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, parce que structurellement, il y a des paliers à atteindre avant d'atteindre une fonctionnalité. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas le faire en méthode agile, ça veut juste dire qu'on peut pas avoir directement quelque chose qui soit utilisable par l'utilisateur, et c'est pas grave. Il faut qu'il y ait aussi des sprints qui soient que à visée technique ou qui permettent d'atteindre des fonctionnalités qui ne servent à rien pour l'utilisateur, mais qui nous serviront plus tard. Et je pense en particulier tout un tas de briques technologiques, on peut parler des ESB, ce genre de choses qui font véhiculer la donnée, qui sont pas du métier pur, mais qui doivent être pris comme des sprints et comme des fonctionnalités au sens. Donc tous les projets peuvent y être, mais par contre on peut pas forcément faire tout de suite un MVP utilisable et après. Ce que dit Philippe, c'est qu'on est vraiment sur l'organisation du projet, c'est-à-dire qu'il faut adapter la méthode par rapport à ce qu'on a envie de faire. Et par rapport à l'idée reçue, qui était une problématique de taille. Je ne crois pas que ce soit une problématique de taille, c'est vraiment une problématique de nature de projet. Effectivement, il y a des projets, des natures de projets qui sont plus ou moins adaptés à une méthode agile. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on allège ou on dénature. Si on reprend l'exemple de Scrum,
on allège la méthode pour vraiment la rendre adaptée au sujet qu'on veut traiter. Sur des sujets éminemment techniques, c'est vrai qu'on va avoir une adaptation de notre méthodologie. Yes. Vas-y. Non, mais j'allais dire qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, on va toujours adapter finalement les outils qu'on utilise en fonction du contexte. Là, si on est sur des contextes où les projets sont plus gros, sont plus d'ampleur, plus d'envergure, on va aller chercher du côté de la méthode UP ou UP pour utiliser finalement des phases de développement qui seront bien identifiées, qui vont permettre effectivement de construire les bases, l'architecture du projet au départ. Donc on aura des sprints qui seront vraiment dédiés à ces parties-là. Et après, on va évoluer sur d'autres types de sprints. Donc on va aller chercher ce genre d'organisation globale du projet. Et ensuite, on a aussi la notion d'agile à l'échelle. Donc le but du jeu, c'est d'avoir finalement une agilité qui va aussi se mettre au niveau de la structuration de ton équipe, où finalement, tu vas avoir des teams qui vont être dédiés à certains sujets, et toutes ces teams-là vont bosser de concert dans une vision agile un peu plus à haut niveau. Il y a d'autres vocables, il y a d'autres outils qui vont se mettre en musique. Il y a des spécialisations qu'on va avoir quand on va être sur ce type de projet-là, mais ils existent. On a dans la littérature des outils qui sont proposés pour répondre à ces problématiques-là. On parlait de chiffrage tout à l'heure, et moi j'ai une question un peu ouverte. C'est on a des spécifications hyper claires, on a un chiffrage, on dit il y a 30 jours de développement, on sait qu'on va pas trop s'écarter en termes d'itération, etc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de partir sur la méthode agile avec des itérations avec le client? Enfin, comment on gère ce genre de projet où les spécifications vont quasi pas bouger, que le client veut faire de l'agile parce que... Dans ce cas de figure, c'est pas très compliqué. Finalement, ce que tu vas avoir à faire, c'est pas forcément de remettre en cause le besoin ou le détail des développements à réaliser, c'est plutôt de faire en sorte que le client il ait une bonne image et qu'il te confirme en cours de route que tu te trompes pas dans tes développements. Donc tu vas quand même utiliser le principe des itérations et tu vas éviter l'un des gros effets qu'on avait quand on était en cycle en V, c'est l'effet tunnel, c'est-à-dire qu'en fait le client nous lance et après il ne sait pas ce qui se passe pendant tout le projet avant qu'il soit livré. Donc le fait de faire des itérations, de faire des démonstrations en fin de sprint va permettre à minima de valider avec le client que les développements ont bien suivi les spécifications qu'il a établies, mais on ne va pas forcément changer d'avis ou changer le scope du projet, c'est juste qu'on va permettre de valider avec le client en cours de route qu'on reste bien aligné et que tout va bien en fait, tout simplement. Donc on a utilisé une toute petite partie de la partie agilité, mais elle reste pertinente. Okay. Parlons un peu maintenance maintenant. C'est notre avant-dernière idée reçue. Difficile de maintenir les projets développés en méthode agile, notamment faute de documentation. Quid de la documentation dans la méthode agile ? Faut la prévoir dans les sprints. Alors, en vrai, et ça alors je pense pas que ce soit un travers de la méthode agile, mais c'est vrai que le problème de la méthode agile tel qu'il est souvent utilisé, c'est que on se concentre pour produire de la fonctionnalité. Et on y va de manière itérative, c'est ce qu'on a expliqué. Et on prend jamais le temps de poser le crayon à un moment et de dire voilà, ça c'est un périmètre V0 dans lequel on va documenter ce qui se passe. Et il est vrai que beaucoup de projets aujourd'hui font l'économie de la documentation pour des questions de coût, des questions de time to market, des fonctionnalités. Et on se retrouve avec des projets qui peuvent avoir plusieurs années d'expérience, plusieurs années de vécu, où on n'a rien. Pas un diagramme d'architecture, pas un diagramme de base de données, pas un diagramme de fonctionnalité. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème, en tout cas là-dessus. Et je pense que ça peut complètement être remédié si, comme on l'a dit au début, on a déjà des spécifications générales de haut niveau et qu'on force les développeurs à passer une partie de leur sprint à documenter, rétro-documenter et mettre à jour la documentation. Mais ça doit être pris, comme pour les tests, ça doit être pris dans le temps qui est accordé à chacun des sprints. Mais oui, aujourd'hui, tel qu'il est appliqué, on a 5% des applications qui ont une documentation aujourd'hui. 10%, je sais pas, mais c'est très faible. Encore une fois, c'est pas lié à la méthode. C'est pas lié à la méthode. C'est plus une dérive qui est qu'effectivement on se focus sur le développement et la production et la célérité à laquelle on développe du code, mais c'est en rien la méthode qui dit surtout ne faites pas de doc, encore une fois. Et est-ce qu'un projet agile est moins maintenable qu'un projet normal ? Non. Encore une fois, c'est juste, comme le disait Philippe, que le fait de faire du développement rapide et à l'empiler sur des mois, voire des années, sans documentation, peut poser des soucis de maintenabilité dans le temps. Mais c'est que le projet, on ferait la même chose avec un développement en V et où on n'aurait pas de doc, on aurait la même difficulté de maintenance derrière. Donc, sauf que la différence, c'est que le cycle en V, il y a souvent des specs
à la base, qui peuvent servir de documentation, là où la méthode agile, il y a des fois rien. Moi, mon conseil là-dessus, c'est de temps en temps utiliser les phases d'été ou les phases un peu creuses du projet pour consacrer un sprint à rétro-documenter et à remettre à jour tout ce qui est les à côté du projet qui permettront de le maintenir. Et en dehors des spécifs qui sont un élément important, parce qu'on peut mettre aussi beaucoup de choses dans le code, dans l'utilisation de ce qui a été fait, dans la manière dont on le fait, surtout si c'est du code propre, encore une fois. J'insiste sur ce que tu disais, c'est la partie, ce qui est important, c'est les schémas d'architecture, de refaire les schémas d'architecture, les schémas de base de données, les schémas de flux, etc., qui donnent la philosophie complète de l'organisation du projet. Il est clair qu'au bout si c'est des projets au long cours, des développements de systèmes d'information complets en agile, ce qu'on a déjà fait et ce qu'on continue à faire, il est clair que l'équipe qui a développé, les premiers développeurs ont souvent, et heureusement pour eux, changé, bougé, fait d'autres choses. Il est clair que si on n'a pas ces schémas-là, la maintenabilité du système d'information devient complexe. Mais c'est vrai, quelle que soit la nature du développement. Alors, je fais juste une aparté là-dessus. Il y a une autre source de documentation qui est non négligeable dans la méthode agile, c'est que si vous avez travaillé avec des tickets ou une méthodologie en issue, normalement, vous avez l'historique de pourquoi les choix ont été faits dans ces tickets-là. Et souvent, c'est un truc qui est très intéressant de réutiliser quand on veut se replonger dans les projets. Après, ouais, il faut réussir à capitaliser sur l'information et mettre à jour régulièrement. Et je pense que c'est un vrai défi, de toute façon, sur les projets IT de manière générale. Avant de se quitter, on va parler un petit peu du présent et du futur. La méthode agile, dernière idée réussie, est-ce que c'est une mode ? Une mode qui dure. Et est-ce que c'est quelque chose qui évolue et qui va évoluer ? Enfin, comment est-ce que vous sentez un petit peu les choses aujourd'hui ? Est-ce que c'est une mode non, comme je vous disais en introduction, ou alors c'est une mode qui a 20 ans ? Durable. C'est une mode assez durable. Et encore une fois, on en parle beaucoup là aujourd'hui sur un angle informatique, développement de systèmes d'information, mais ça a été aussi en correspondance avec une modification de la structuration des entreprises et de l'organisation du management et de l'ensemble des entreprises. Donc, est-ce que c'est une mode ? Je pense pas. Est-ce que c'est une évolution dans notre manière de travailler pour s'adapter aux nouvelles organisations des entreprises, pour rendre les entreprises beaucoup plus flexibles, beaucoup plus adaptables et beaucoup plus réactives par rapport à leur environnement ? Oui, c'est sûr. Est-ce que ça va être amené à évoluer dans le temps ? Je dirais que ça va évoluer avec les méthodes de management et les méthodes d'organisation de nos structures à venir. Ouais, moi je pense que alors c'est pas forcément une idée reçue, mais moi c'est quelque chose que je ressens et qui va devoir être de plus en plus pris en compte dans la méthode de manière générale, c'est que la méthode agile fonctionne assez bien quand on est sur une équipe ou un périmètre donné. Et de plus en plus, pour arriver à faire un projet, il faut faire travailler des parties d'une entreprise qui sont différentes, qui chacune travaille de méthode agile, à sa propre méthode agile. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on prend tout le mouvement du DevSecOps, où on a des équipes de DevOps avec lesquelles on est en interdépendance, on a des équipes de sécurité, on a des équipes métiers dans lesquelles on est en interdépendance. Je trouve que la méthode agile, aujourd'hui, a des gros trous dans l'organisation et la planification, non pas du projet, mais du projet à haut niveau entre les différentes entités. Et je pense que ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui devra évoluer pour qu'on arrive à être productif et pas interdépendant. Moi, par rapport à ce point, j'avais surtout une question je pense que c'est Philippe qui va répondre. Est-ce que tu penses qu'avec l'arrivée du serverless et de toutes ces nouvelles stacks technologiques, on va vers une évolution de la méthode, une nouvelle méthode, ou tu penses que ça va continuer dans ce temps-là ? Alors, je pense que c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que le fondamental de la méthode agile, il y a peu de chances qu'il disparaisse du jour au lendemain. Néanmoins, je pense qu'avec le serverless et compagnie, on gagne encore en expressivité de ce qu'on est capable de développer et ça demande toujours plus de management et d'organisation à haut niveau. Moi, ce que je rêverais dans les entreprises, c'est d'avoir des plannings à haut niveau de inter-services et inter-projets, aujourd'hui qu'on n'a pas, sachant que je rappelle qu'on est dans un contexte où on travaille de moins en moins avec une seule entreprise, mais qu'on travaille avec un réseau de partenaires pour faire un logiciel et que ça nécessite de synchroniser tous ces partenaires pour arriver à faire quelque chose. Parce qu'il n'y a pas pire que la méthode agile qui fonctionne bien sur son projet, et puis on attend un web service d'un autre projet qui, eux, en fait, sont dans une autre méthode agile et qui ont leur propre cycle de vie. Donc il va falloir, à un moment ou à un autre, qu'on remette un petit peu ce qu'on a perdu de la planification à haut niveau, cher à Olivier, direction d'entreprise. Planification au cœur de tout. Bon, merci en tout cas pour vos avis sur ces questions. On va passer à la traditionnelle rubrique coup de gueule. Ah. Coup de gueule.
Philippe? Alors moi j'ai un coup de gueule qui va faire plaisir à Arthur, c'est le JavaScript de manière générale. On y revient tous les ans. Hein. On y revient tous les ans. Alors là, pour vous savez mon amour immodéré des langages non typés et qui font n'importe quoi, mais le JavaScript a atteint un nouveau niveau, c'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus de Node.js, de différentes stacks applicatives d'Express, que vous voulez, des Gatsby, des Next.js, et on se retrouve souvent dans les chaînes de pipeline, ce genre de choses, avec des erreurs complètement non loguées qui apparaissent en très bas niveau et dont on a toutes les peines du monde à débugger, et même les fans de JavaScript de la maison ont du mal à justifier, Arthur. Hein. Ah oui, le pourquoi on est dans un langage où on a des bugs qu'on est incapable de comprendre parce qu'il n'y a pas de toute la verbosité qu'on peut avoir dans des langages un peu plus haut niveau. Alors c'est juste un taquet gratuit à Arthur. Non mais je pense que voilà, je veux dire, il faut que tout le monde entende que le JavaScript c'est merveilleux, mais ça a aussi beaucoup de points négatifs. Et quand souvent les jeunes développeurs arrivent ici en disant le JavaScript c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est super, et quand ils tombent nez à nez avec des vrais problèmes qu'on peut rencontrer en entreprise et pas juste son petit projet dans son coin, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de limitations. Et c'était ça mon coup de gueule aujourd'hui. Moi, je pense que là, le problème, notamment, je connais la nature du problème, mais je pense qu'on a aussi un gros souci, qui va avec tous les langages, c'est que on se base et on se repose sur beaucoup de briques dont on ne maîtrise pas du tout le périmètre ou même l'utilisation ou même comment elle fonctionne, et que si une de ces briques ne fonctionne pas pour X ou Y raison, eh ben, on est complètement démuni et on ne peut, entre guillemets, rien faire tant que la brique en question ne résout pas le problème pour nous ou qu'on n'arrive pas à trouver autre chose pour réussir à faire marcher un workaround. Et je pense que c'est le cas un peu de tout ce qui est pareil avec Spring Boot, etc. C'est que on est tellement haut niveau que dès que quelque chose ne fonctionne pas, dont c'est pas notre périmètre, et ben entre guillemets on est bloqué jusqu'à attendre soit une solution de leur côté, soit changer totalement la brique. Et il y a beaucoup de ça dans le Node.js dans le JavaScript vu qu'on utilise le package.json et souvent on l'utilise pour tout et n'importe quoi, plus souvent pour n'importe quoi d'ailleurs. Et je pense que c'est plutôt de ce côté qu'il faut faire attention, c'est de pas faire les choses trop facilement, de pas s'appuyer trop sur des fonctionnalités qu'on pourrait faire nous-mêmes, même si ça nous prendrait 10 minutes de plus. Enfin, dans notre bug. Dans le bug qu'on a, non, oui. Et qu'on pourra mettre en lien sur Stack Overflow là-dessus, c'est dû à JavaScript lui-même et c'est complètement incompréhensible. Et du coup, ça rend quand même ce genre de langage, voilà, ce que j'en pense. Non, mais après, on ressent ce que... Pour revenir sur ça, j'ai déjà eu des problèmes sur Spring Boot qui étaient tout aussi obscurs, puisqu'on arrive dans des endroits où on n'est pas censé aller, dans du code où on a un bug qui est dans 13 librairies différentes, et on sait pas quoi faire. Camille, on voudrait faire avec Arthur un podcast juste de haineux. Sur tous les bugs. Non, mais toutes les technos. Ça marche. On va passer à un truc un peu plus joyeux, on va passer au coup de cœur. Antoine, t'as un truc à nous partager. Coup de cœur. Alors, je vais être encore plus disruptif avec la tech et la gestion de projet. Je vais vous parler de gâteaux aujourd'hui. Mamie gâteau. Et de ce qui peut se passer dans un open space. Vous savez, un open space, c'est un lieu d'échange et de partage. Et la semaine dernière, on a une collègue qui nous a ramené des petits gâteaux et que c'était plutôt bon. C'était des petits bretzels de chez Emma. C'est des bretzels. Et particularité, ils sont enrobés de chocolat. Et là, on se dit, ouais, c'est des bretzels au chocolat. Mais en fait, c'est des bretzels salés enrobés de chocolat. Et ça, personne s'y attendait. Ça a surpris tout le monde. Et dans l'open space, on est devenus assez fans. Et beaucoup ont été en achetés par la suite. Et on remercie la collègue pour ce petit échange. Moi, je sais plus quoi dire à part je pense qu'on a fait le tour du sujet. On peut pas faire que de la tech. On peut pas cracher que sur le JavaScript. Il faut être joyeux des fois. Et vive les gâteaux. C'est ça. Bon, avant de se quitter, on passe à la dernière rubrique, l'actu des techos. Arthur. Ouais, Théo est pas là aujourd'hui, alors je vais essayer de faire au moins aussi bien que lui. Donc je vous ai préparé trois news, dont la première qui va plaire à Philippe, je pense. Remarque, je sais pas où il en est sur ce sujet. C'est l'arrêt du JavaScript? Non, pas du tout. C'est Apple qui travaille sur des écrans e-ink. Donc une technologie e-ink que tu avais notamment plébiscité ici. C'est vrai. Est-ce que toi, par exemple, là, avant de prendre l'actu, est-ce que toi, ça t'a vraiment plu? Parce que j'ai vu que tu avais acheté une tablette. Est-ce que vraiment t'as été... Moi, je trouve ça, je pense que c'est un des progrès futurs. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas la technologie e-ink, c'est ce que vous retrouvez sur les liseuses. C'est une technologie qui permet d'afficher des choses, mais sans lumière.
Donc ça veut dire que c'est passif et c'est la lumière du jour ou la lumière de votre lampe qui éclaire. Et ça a un gros plus, c'est que ça n'abîme pas les yeux. C'est comme un livre. Ouais. Et ils travaillent depuis très longtemps à créer des écrans d'ordinateur qui soient sous cette technologie-là. Et le gros intérêt, c'est qu'on pourrait travailler beaucoup plus longtemps sur écran, sans fatigue oculaire, sans s'abîmer les yeux. Aujourd'hui, la principale Olivier est content parce qu'on pourrait travailler plus longtemps. Non, la principale difficulté de ces principale difficulté, il y en avait deux. Il y avait les couleurs, mais ça, ils sont en train d'arriver. Et le deuxième, c'était les taux de rafraîchissement qui étaient trop faibles. Et en soi, pour la bureautique, c'était pas forcément dérangeant, mais dans l'univers de la vidéo, par exemple, on peut pas vraiment regarder une vidéo en e-ink, ou en tout cas, c'est pas encore le cas. Et je savais pas qu'Apple travaillait sur un produit. Et aussi, les avantages aussi, c'est que c'est 10 fois moins gourmand en énergie qu'un écran classique, surtout les écrans maintenant qui sont OLED, etc. Et donc, c'est particulier, notamment dans un contexte où on a des problèmes d'énergie, etc. Ça peut être très très utile. Et du coup, eux, ils y travaillent, donc notamment pour, apparemment, il y aurait une tablette liseuse qui serait en cours chez eux, qui serait en test. Et ils y travaillent notamment parce ils sont sur une gamme de téléphones pliables. Et sur les téléphones pliables, en général, vous avez un petit écran devant qui vous permet d'avoir quelques infos. Et cet écran serait en e-ink, du coup, pour réduire les coûts. Et il y a des rumeurs comme quoi ils travaillerait potentiellement sur un futur iPhone en e-ink, même si ça, je pense que c'est plus des rumeurs qu'autre chose, parce que comme tu disais, que ce soit un problème au niveau des couleurs ou du taux de rafraîchissement, ça va poser problème, notamment de taux de rafraîchissement. Je sais que ça se voit assez, les changements se voient assez dès qu'on a des images qui bougent rapidement. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Pour tous les fans d'Instagram, ça va être un peu triste, quoi, le e-ink. C'est ça. Mais sinon, c'est très pratique. Puis même le toucher, je trouve qu'il est très agréable aussi, vu qu'on n'est pas obligé de faire des écrans en verre classiques. Donc voilà, deuxième news, c'est Mastercard qui travaille sur un moyen de payer, mais biométrique. Donc en fait, en gros, l'idée ce serait de pouvoir payer dans vos boutiques avec votre visage ou vos mains avec donc le biométrique, l'empreinte digitale, tout à fait. Donc en gros, comment ça se passe, c'est que quand vous allez vous inscrire chez Mastercard, ils vont vous scanner pour avoir votre empreinte biométrique, et ensuite dans les magasins partenaires, vous allez juste vous mettre devant une caméra et ça pourra payer. Toujours plus. Voilà. Donc c'est en test déjà au Brésil dans 5 boutiques différentes, et apparemment c'est vraiment très très apprécié. Et donc ils vont déployer de plus en plus les tests. Et ils disent qu'ils se préparent notamment pour le métaverse, puisqu'apparemment ce sera le futur, et que du coup ils veulent être prêts pour le métaverse quand il faudra payer du coup avec autre chose que sa carte bleue. Enfin, il y a toujours avec votre carte bleue, mais autrement. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être un peu trop le biométrique. La carte bleue, le métaverse, je trouve ça déjà ridicule. Alors payer avec ta tête dans du métaverse, ça dépasse ma capacité. Payer avec ta tête dans ton petit franc prix. Franchement, c'est pas méchant, mais je vois pas du tout l'intérêt de tous ces nouveaux modes de paiement. C'est vrai que sortir sa carte, c'était déjà pas long de payer avec sa carte. Maintenant, c'est encore moins long de payer avec son téléphone. Et demain, je crois que l'un des objectifs, c'est de faire des boutiques un peu, qui sont de nouveaux gens où finalement tu te baladerais dans le rayon, tu récupères tes produits sans forcément faire quoi que ce soit. Et tu sors Amazon, ils ont testé ça. Après, en Corée, ça existe. On rentre avec la carte bancaire, ça ouvre la porte, on est dans le magasin, il n'y a pas de vendeur, il n'y a rien. Mais du coup, c'est contrôlé comme ça. Si on vole, forcément, c'est débité de la carte. Enfin, c'est déjà géré. Du coup, aller chercher du Face ID là pour. Non, mais du coup, tu mettrais même plus ta carte. C'est juste que tu rentres et tu serais directement lié à ton compte bancaire. Ouais, mais moi je vois plein de autant l'empreinte digitale c'est hyper sécurisé, autant le visage, j'ai un peu peur que. Bon, je crois qu'ils ont. Je sais pas s'ils ont tant de iPhone, ils avaient des petits problèmes au début, mais je crois que c'est assez sécurisé le Face ID. Parce que c'est eux qui l'utilisent le plus en ce moment. Je suis pas sûr qu'on soit dans le mouvement tech for good, comme on dit. Non, c'est vraiment gadget. Ça. C'est vraiment très très gadget. Donc voilà, et dernière toute petite news, c'est GCP, notre provider de cloud préféré, qui lance une région en France. Enfin. GCP, c'est Google Cloud Platform. C'est ça, c'est le concurrent, pas vraiment direct, mais c'est un des concurrents à AWS et Azure. Et donc ils lancent leur première région en France. Donc il faut savoir qu'un cloud, en gros, c'est divisé en régions pour que vous puissiez mettre votre infra le plus près de votre public. Et donc ils n'avaient pas de région en France, et donc ils lancent une région en France. Elle était censée être prévue pour fin 2021, et une fois n'est pas coutume, elle a été avancée à 31 juin ou 30 juin. Donc fin 2022 du coup. 21. Non, c'est l'inverse du coup, pardon. Oui. C'était annoncé 2021, et du coup c'est fois n'est pas coutume, mais une fois est coutume, ça a été repoussé au 30 juin 2022. Et comme c'est Google, elle sera peut-être abandonnée avant la fin de l'année. Merci Google. Mais voilà, donc on n'était déjà pas sur GCP, mais on y sera sûrement toujours pas. On va faire à suivre. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce podcast. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis on se donne rendez-vous bientôt sur de nouveaux podcasts Tech ou moins Tech. À plus. Salut. Salut. Au revoir.